Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Ilm wa Hadara, Sciences et Civilisation. Je suis très heureux d'accueillir avec vous, pour vous, Madame Zakia Salim. Bonjour. Bonjour. Nous allons explorer avec vous aujourd'hui le domaine de la sociologie et des études autour des femmes, des études féministes. On peut dire que c'est des choses qui ont déjà été élaborées par feu Fatima Mernissi, et vous êtes sur les pas de Fatima Mernissi, et bien sûr, vous avez vos propres contributions, mais je crois que c'était important de lui rendre hommage dans ce début d'émission. Alors, avant de parler de vos travaux, Madame Salim, vous êtes aujourd'hui professeure à l'université, à Rutgers University, aux États-Unis, sur la côte Est. Nous en parlerons aussi. Mais avant cela, nous voulons faire connaissance avec vous. Vous êtes née où, Madame Salim, Madame Zakia Salim? Je suis née à Fès. Vous êtes née à Fès. Dans la Médina de Fès. Dans la Médina de Fès, oui. Dans quel quartier? Je suis née dans Njarine, que ma chère tante Habiba, Allah yarhamha, appelait la capitale. Elle appelait ça la capitale, l'Assema. Pourquoi? Parce que pour elle, c'est le sanctuaire de Moulay Idriss. Ah oui, bien sûr. Et pour elle, c'est le centre de la ville, ville de Fès. C'est pour ça ben, qu'elle appelait Njarine l'Assema. Njarine l'Assema, en raison du sanctuaire de Moulay Idriss. En raison du sanctuaire. Quand elle parlait de ma naissance, elle dit toujours, elle est née dans l'Assema. D'accord. Elle comprenne qui voudra. Tout le monde comprenait qu'elle parlait de Njarine parce qu'il savait que j'étais née à Njarine. D'accord. Donc, c'est une place qui m'a marquée. Et vous avez grandi dans la Médina? J'ai grandi dans la Médina, j'ai grandi dans 2 autres quartiers, mais toutes mes amies, toutes mes cousines, mes cousins, ma famille habitaient dans la Médina, comme fut le cas pour la plupart des familles Fassi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, il n'y avait pas de grand départ. Le grand départ a commencé à se faire, à s'effectuer dans les années 60 et les années 70. Le grand départ de la Médina vers la ville nouvelle, tout à fait, qui est la ville coloniale. Oui. Mais le grand départ sur Casablanca s'est passé vers les années 70, je veux dire ma génération. C'est cela. Vous avez été à quelle école Alors, ça c'est un sujet très émotionnel pour moi. Oh là là. Parce que j'étais dans une école qui était construite par le mouvement nationaliste. Oui. Comme mon père, Abderrahmane, faisait partie de ce mouvement. Oui. Et il voulait absolument que je sois dans une école qui était bâtie, construite, conçue par le mouvement nationaliste. Comme vous le savez... c'est pas l'école d'Erm Hoja? C'était l'école Hassania. Malheureusement, elle est fermée maintenant. Et vraiment, je profite de cette occasion. C'était pas prévu, pour lancer un appel pour que cette école soit... Rappelez le nom de l'école? L'école Hassania. L'école Hassania. Madrasa al-Hassania. Dans quel quartier? Sraq al-Hajar. Sraq al-Hajar. D'accord. Et c'est là que j'ai effectué ma première scolarisation. Le primaire? Le primaire, c'était une école primaire, c'était une école privée au début. C'est-à-dire que mon père était artisan. Mais il a tenu à ce que j'ai une éducation qui était conçue par les nationalistes marocains, par les résistants. Donc il a payé pendant les 2 premières années de ma vie. Et après ça, l'école est redevenue publique. D'accord. Donc moi, je suis née après l'indépendance du Maroc. Mais ces écoles-là existaient encore. Il y en avait 2 ou 3 à Fès. C'est cela. Et Hassania était l'une de ces écoles. Et le secondaire, vous l'avez effectué? Le secondaire, je l'ai effectué dans 3 écoles. Dans Zinchfour, lycée Zinchfour, c'était juste un collège. D'accord. De 3 ou 4 ans, je crois. Et après, je suis partie au lycée Moulay Rachid. Oui. Bafitouh. Uniquement pour une année. Oui. Et après ça, j'ai passé un concours pour faire les classes spéciales de ce qu'on appelait la préformation anglaise. Oui. Et c'était à Moulay Idriss. D'accord. Donc on avait une classe de 12 filles peut-être. Et c'était une école de garçons, si vous vous souvenez. Moulay Idriss, bien sûr. Moulay Idriss, c'était une école de garçons. Mais il y avait un petit... Il y avait un petit coin, je dirais, où il y avait des filles. Alors nous, on était les filles de la section anglaise. On nous appelait les filles de la section anglaise. Il y avait quelques filles dans les sciences mathématiques.
D'accord, et dans les sciences naturelles. Mais d'accord. la plupart, l'école était majoritairement de garçons. De garçons, bien Et, évidemment. et là, c'est le contraste entre mon école primaire et le lycée, c'est que mon école primaire était une école conçue par les nationalistes marocains. L'école Moulay Idriss était conçue par les Français comme étant une école, le lycée, Oui, comme étant un lycée d'élite, de oui, formation d'enfants d'élite. c'est cela. Donc ça, c'est un peu de contraste C'est vrai. dans cet itinéraire. Je n'étais pas consciente de ça. Je l'ai apprise, bien sûr, Bien sûr, après. avec le temps. Et vos études universitaires? Mes études universitaires, je les faites à Dhar Mehrez. Dar Mehrez, Et oui. là, c'était vraiment une école, L'université Mohamed Ben l'université Abdallah. Mohamed Ben Abdallah à Dhar Mehrez. Dans quel département? J'ai commencé dans le département de philosophie. Oui, Et à l'époque, on avait ce qu'on appelait un tronc commun, oui. où on faisait de la philo pendant, je crois, 2 ans. Et après, on se spécialisait ou bien En dans sociologie, ou bien dans les philosophies, psychologie. la psychologie ou la sociologie. D'accord. Et vous avez pris de la sociologie? Moi, j'ai pris de la sociologie. D'accord. Oui, parce que Et- j'étais vraiment influencée par les cours de philosophie que j'ai eus au lycée Moulay Idriss. On avait une année de philosophie qui était l'année du baccalauréat. Et là, j'ai été fascinée par toutes les révolutions Oui. et toutes les idées post-structurales. Et on avait un programme vraiment Oui. excellent, excellent, très, très chargé, excellent. La majorité, pour ne pas dire tous les invités de cette émission, insistent sur les rencontres et Oui. sur les moments de déclic Oui. où quelque chose se passe. Et donc, vous, effectivement, ces Oui. cours de philosophie Oui. autour des réalités sociales. Oui. Alors, quand vous faites votre thèse, portait sur quoi à l'université de Fès? Alors à Fès, j'ai fait une licence à Fès. Oui. Et j'ai travaillé sur un GAFET. Je crois Ah. que c'est là où j'ai commencé à Très m'intéresser intéressant. Ah aux métiers féminins, à ce que les femmes faisaient, pourquoi elles le faisaient, qui les faisait, dans quel contexte historique. Et puis les changements qui ont eu lieu dans même ce métier de GAFET. Donc, et je crois que ce qui m'a amené à penser à ça, c'était aussi la trajectoire de ma famille. Mon père était ma'allem bzatmi, ma mère était ma'allema de l'aqad, elle Oui. faisait l'aqad. Et je connaissais un peu tout. À ce moment-là, il y avait déjà un déclin Oui. de tous ces métiers-là. Et donc le métier Ngafet, j'étais en fait très intéressée par apprendre comment il fonctionnait en tant que collectif. Oui. Parce qu'on les voyait, on voyait 2 ou 3 femmes et on croyait qu'elles travaillaient indépendamment des autres, mais il y avait des corporations, des Oui. coopérations, comment on appelle ça? Coopérative. Coopératives. C'est pas des coopératives, c'est plutôt une organisation de métier. Ah oui. Voilà. Donc j'ai beaucoup appris sur la manière Un dont corps elles travaillent. un corps professionnel. Exactement. Un corps professionnel. J'étais fascinée de voir que Oui, elles sont fascinantes. que ces femmes, d'abord l'autorité de ces femmes m'a toujours intriguée. Oui, Quand elles arrivaient dans des maisons, les gens vraiment anticipaient leur arrivée. Une gaffe stratégique, donc il faut que tout soit prêt c'est pour vrai. elles. C'est Donc vrai. c'était pour moi un signe de comment détecter ce pouvoir féminin Oui, qu'on ne voit pas immédiatement c'est cela. et systématiquement. Et je crois que c'est ça qui m'a un peu mis sur les pas de... Bon, vous avez pensé à Fatima Monissi, Oui. je vous remercie de tracer cet itinéraire, même si Fatima Monissi n'a jamais été l'une de mes professeurs, mais je la considère comme une école. Oui, C'était une école. Oui. Même si on n'était jamais dans son école, mais on était dans son école. je comprends. Et sur ses pas, même Sur si ses on n'a pas. jamais été dans sa classe. Donc c'est ça. Donc j'ai fait ma première recherche sur ça. Et l'université marocaine à l'époque, c'était la fin des années 70 et le début des années 80, était une école, une autre école. Oui. Et moi, j'arrive de la Médina de Fès. J'ai jamais quitté ma maison, pas ma maison, mais j'ai jamais quitté vraiment la ville de Fès, Oui, toute seule. J'arrive d'une famille conservatrice, comme toutes les familles qui étaient autour de moi, donc on pouvait pas voyager toute seule. Il y avait tout un système qui était là pour nous protéger, mais aussi pour nous guider. Et être dans l'université m'a ouverte complètement sur l'univers de la politique. c'est cela.
Et la politique, comme les étudiants l'entendaient, comme les étudiants l'organisaient. Est-ce que c'était de la bonne politique, de la mauvaise politique? Ce n'est pas la question ici. Mais la question, c'est que vraiment, vraiment pour moi, l'université de Fès était une véritable école où on apprenait les notions de la citoyenneté, où on apprenait la notion de l'égalité, où on apprenait la notion de la lutte et des mouvements sociaux, et où on apprenait aussi, et c'est pour ça que j'ai choisi le cours de sociologie, enfin la discipline, en tant que discipline, parce que pour moi c'était la discipline où on apprenait le plus sur la société. C'est ça. Et sur les inégalités, mais aussi sur les luttes et les combats des sociétés. C'est ça. Qui vont devenir après les sujets de vos préoccupations universitaires. Exactement. Vous avez fait une thèse aussi à l'université de l'Illinois, aux États-Unis. Donc après, vous avez longtemps exercé au Maroc, puis vous voilà parti aux États-Unis, d'ailleurs où vous êtes toujours, je l'ai mentionné tout à l'heure, l'université de Rutgers University à New Jersey. Mais restons dans ce premier moment. Vous voilà parti pour une thèse dans l'Illinois qui portait sur quoi? Alors, je ne voulais pas sauter une étape Oui, pardon, bien sûr. Qui est le oui. départ en France. Le départ en France, oui. Parce que j'ai ma première thèse juste après ma licence. Vous avez fait 2 thèses, je dois le mentionner. Vous avez fait une première thèse en France et une deuxième thèse aux États-Unis. Donc ma première thèse, je ne sais pas si vous êtes intéressé par ce Mais parcours. bien évidemment, mais bien évidemment. Donc mon premier parcours était de partir du Maroc et de partir en France. Et ça, je voudrais aussi rendre hommage à l'État marocain et surtout à l'enseignement public, oui. qui a permis à des gens comme moi, à des gens qui sont venus de milieux modestes, de poursuivre leurs études en France avec des bourses oui. venant de l'État marocain. Oui. Et j'en faisais partie. Et j'ai passé 4 ans à faire ce qu'on appelait à l'époque une thèse de 3e cycle, parce qu'il y a le système de 2 thèses. Oui. À l'époque. Maintenant, il n'y a plus qu'une thèse. Maintenant, il n'y en a plus qu'une seule thèse. Donc, j'ai fait une thèse de 3e cycle et j'ai travaillé sur l'acquisition des savoirs scolaires chez l'enfant marocain. Donc, j'ai un peu viré de la problématique des femmes. D'accord. Et là, c'est un sujet sensible encore aujourd'hui. Oui. Et là, c'était vraiment une génération d'enfants qui étaient en train de... J'ai travaillé sur le milieu urbain, rural et différentes classes sociales. Oui. Et j'ai fait j'ai résidé avec les gens. Oui. Et encore, je dirais que... C'est le seul moyen d'avoir une information fiable. Exactement. De passer du temps. C'est éthiquement un devoir d'être pour un sociologue longtemps avec les sujets de son enquête. Exactement. Mais je veux dire encore et signaler que chacune de mes recherches était subventionnée de manière non formelle par les Marocains eux-mêmes. Ceux qui me recevaient, ceux qui me donnaient, qui me faisaient confiance, qui me recevaient chez eux, qui me nourrissaient, qui ne demandaient absolument rien. Et ça, ce sont des choses qu'on oublie qu'on fait quand on parle de la recherche comme un résultat final. Parce que moi, c'est jamais le processus d'hospitalité, de rencontre, d'acquaintance, de présence à l'autre. Voilà, qui est soutenu par la générosité des Marocains, par l'hospitalité des Marocains. Légendaire. Exactement. Et que plusieurs personnes profitent de ça, mais ne le mentionnent pas. Oui. Moi, je veux toujours le mentionner et le mettre en avant, parce que sans ça, je n'aurais pas pu faire mes recherches. Et donc, j'ai fait cette recherche et malheureusement, quand je suis revenue de France, je n'avais pas l'expérience de la publication et de tout ça. Donc, ma recherche, même si tous les professeurs m'ont dit « il faut que tu publies », je ne me suis pas intéressée, je veux dire, mais je n'ai pas publié ma thèse. Je comprends. En tant que livre. Oui. Je n'arrivais pas encore à naviguer le milieu de la publication et tout ça. Et donc, j'ai pris un poste à l'École normale supérieure, qui était une logique. C'était, comment dirais-je, j'aime pas ça logique parce que j'ai travaillé sur la sociologie de l'éducation. Et la France était aussi une autre école. Oui. C'était une autre France, pas la France qu'on connaît maintenant. Non. Et c'était la France de François Mitterrand, la France de Touche pas à mon pote, la France de SOS Racisme, et la France des mouvements d'étudiants que j'ai retrouvés encore. Oui. Je les ai laissés au Maroc, mais je les ai retrouvés et récupérés en France. Une continuité de ce point de vue-là. Je les ai récupérés en France et je voulais dire que j'étais à Toulouse, l'université de Toulouse. Oui. Et à l'université de Toulouse, il y avait quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout.
c'était le fait que l'université était un campus universitaire énorme Oui. de 40 000 étudiants Oui. dans les années 80, Oui. où il y avait 4 000 Marocains. Ah oui. Euh, 10%. 10% de Marocains, Oui. juste de Marocains. Je ne parle pas des Tunisiens ou les autres, les anciennes colonies, Oui. les Sénégalais, mais 4 000 Marocains. Oui. C'est-à-dire qu'on a reconstitué un petit Maroc là-bas. Mais je ne suis pas restée dans mon Maroc. Oui. J'ai établi des liens avec encore des familles françaises qui étaient magnifiques, qui m'ont adoptée comme leur enfant. J'ai passé des vacances avec des familles françaises. J'ai été invitée tout le temps avec des amis français. Donc, il y avait des amitiés qui se sont liées et qui ont duré une vie. Elles durent encore. Ça, c'est super. Elles perdurent. Super. Voilà, donc ça, c'est aussi un passage où j'ai appris une autre langue. J'ai appris à manipuler, Oui. je ne sais pas si je peux dire maîtriser, la langue française. Oui, bien sûr. Et d'apprendre de loin, de près, de tout près. C'est cela. Puis Sur- des acquis méthodologiques dans des universités, Oui. dès lors qu'on fait de la mobilité, on ne perçoit pas les choses de la même manière, on a de Exactement. nouvelles grilles d'intelligibilité du réel. Absolument. Alors, je saute quand même le pas maintenant vers votre autre thèse. Vous avez senti le besoin de faire une seconde thèse, une fois sur le sol américain cette fois-ci, Ouais, ouais. dans l'Illinois. Et cette thèse portait sur quoi? La première sur la sociologie de l'éducation, avec l'acquisition des savoirs par l'enfant dans les écoles marocaines. Et la seconde? Alors la seconde, elle était basée sur mon besoin en tant que femme et en tant que féministe. Oui. Je dois reconnaître, je me suis impliquée dans le mouvement des femmes au Maroc quand je suis revenue de France. Oui. Et j'ai commencé à faire des activités de publication avec Aïcha Belarbi dans le collectif Approche. Oui. Le collectif a produit 10 livres sur les femmes et sur les questions du genre au Maroc. Et c'était une première dans le cadre du Maroc, parce que dans le cadre universitaire, malheureusement, il n'y avait pas encore Maintenant, une c'est place. fait. Maintenant, il y a véritablement des masters en Exactement, genre. Il y a des masters en études féminines. Exactement. Mais ça, c'était vraiment la génération qui a ouvert, Oui, le champ. Le champ. Exactement. Donc, à partir de là, je me suis impliquée beaucoup plus dans le mouvement des femmes. Donc, il y a un aspect activiste de militantisme oui. et un aspect académique. Oui. Et l'intitulé de votre thèse à l'Illinois, Alors, c'était, on ma peut le dire en thèse anglais. qui est devenu mon livre. Oui. Et maintenant, le livre, il est traduit au Maroc, Oui. traduit en arabe, parce que je voulais absolument le traduire en arabe. Oui. Donc, le titre de mon thèse, mon livre aux États-Unis, c'est Between Feminism and Islam. Between Feminism and Islam, entre le féminisme et l'islam. Women's Rights and Sharia Law in Morocco. Oui. Et c'était sur la problématique de la réforme de la Moudawana, d'accord. et les interactions entre les féministes, le mouvement féministe marocain et le mouvement islamiste. Mais surtout, j'ai focalisé sur les femmes, le rôle des femmes dans les mouvements islamistes. C'est cela. Et toutes les interactions qui se sont déroulées à partir sur une période de 3 décennies. Depuis la campagne de signatures pour collecter 1 million de signatures contre la Moudawana, qui s'est passée au Maroc au début des années 90. Contre l'ancienne Moudawana. Contre l'ancienne Moudawana, jusqu'aux marches des femmes, les 2 marches de Casablanca et de Rabat. Rappelez les dates. En 2000, mars 2000. D'accord. Et ces 2 marches étaient en réaction au plan que le gouvernement a établi sous la direction de Saïd Saadi, oui. Le ministre à l'époque de la question des femmes, et qui a établi ce qu'on appelle le plan d'intégration de la femme au développement. Oui. Et ce plan a initié un dialogue social sur le statut de la femme au Maroc et sur la nécessité de réformer ou ne pas réformer, ou comment réformer la Moudawana. Et ce plan a généré, comme je l'ai démontré, un débat, une dynamique sociale qui a envahi tous les médias. À l'époque, vous résidiez encore au Maroc ou vous étiez déjà aux États-Unis? À l'époque, j'étais encore enseignante à l'école normale supérieure, mais j'ai pris un moment où, à un certain moment, l'école normale supérieure a fermé quelques
a fermé la majorité de ces départements. D'accord. Et en ce moment-là, moi, j'ai décidé de faire autre chose en attendant. Oui. Donc, je me suis inscrite aux États-Unis pour faire cette thèse. Archiver finalement toutes ces luttes et Exactement, être l'expression de leur exactement. voix. Absolument, absolument. Surtout après ce qui s'est passé aux États-Unis et le discours de la guerre contre le terrorisme, C'est la même l'islam. période, C'est 2001. la même période où moi je suis arrivée aux États-Unis en août 99. Oui, Et 2 ans après, le monde a changé. oui, Et mon monde aussi a changé. oui. Et puis, je n'avais jamais l'intention de rester aux États-Unis. Et pour moi, rester aux États-Unis, c'était apporter cette voix à l'intérieur d'institutions qui manquaient Oui, de ces voix des femmes. oui. Et je ne dis pas que je parle au nom des femmes, mais je parle ma propre voix en reflétant Puis vous documentez de en manière documenté, sociologique les exactement, réalités en sociales. Donc votre documentant. champ d'étude est devenu le mouvement des femmes comme réalité sociale liée au contexte religieux qu'est l'islam. Exactement, au contexte religieux, mais aussi au débat global, au débat politique global qui était contre l'islam. Il y avait un certain Oui, débat. aux États-Unis, Oui, une islamophobie voilà, galopante depuis voilà, 2001, avec tous voilà, ses effets voilà, après également dans voilà, les pays européens que nous voilà, voyons aujourd'hui. voilà. Et malheureusement, le féminisme, un certain féminisme occidental, il a une certaine idée des femmes musulmanes. Oui, Et je pensais que juste notre présence dans le milieu académique occidental, juste notre présence, changeait la dynamique. Parce qu'ils ne pouvaient plus parler en notre nom. On était là. Et je crois que c'est ça qui m'a poussée à rester, à concevoir l'idée de rester aux États-Unis pour porter mon nom, mon oui, propre nom, oui. mais aussi pour Que je établir des rappelle liens. être Zakia Salim. Oui, être Zakia Salim, du Maroc, de Ngérine, la capitale. Oui, Mais aussi, je crois que c'est mon travail actuel aux États-Unis, c'est là oui, où se rencontrent toutes ces tendances que j'ai mentionnées au début, le politique, le sociologique, la biographie familiale, ma trajectoire personnelle, ah, nous et y puis venons. l'académique. Et Nous puis y venons. La l'académique. biographie, parce que vous vous intéressez depuis, alors, troisième vie de Zakia Salim, après la sociologie de l'éducation, après ces luttes féminines traduites académiquement dans cette thèse seconde à l'Illinois entre le féminisme et l'islam. Votre troisième vie, c'est l'intérêt pour la micro-histoire et refaire le trajet de vos ancêtres. C'est très émouvant, vous avez beaucoup écrit là-dessus et c'est ce qui vous retient maintenant, l'histoire des femmes et de la mobilité féminine du sud du Maroc à Fès, qui est votre ville de naissance. Alors, Oui. dites-nous-en quelque chose de ce mouvement, je crois du Tafilet, plus exactement, l'émission Galop, nous arrivons pratiquement à la fin, mais il faut que je vous écoute là-dessus. Alors, Tafilet, pour moi, était la source. Même si je suis née à Fès, je me Même si considère vous êtes Nif Najarine et à la capitale. La l'Asema, capitale. il y a une autre Asema qui est Tafilet. L'Assema, dans mon cœur, c'est vraiment le Tafilet. Mais Fès, c'est une ville qui m'a marquée culturellement. Donc, culturellement, je me considère très fessia sur le plan culturel. Mais sur le plan social, je dirais, géographique, j'évite, moi, le mot race, comme vous le savez. C'est vraiment le Tafilet, parce que le Tafilet, c'était un lieu de recueillement, de retour. J'avais une tante, Habib Allah yarhamha, qui tenait à nous emmener chaque été, parce pour passer une partie de nos vacances au Tafilet. Elle le faisait toute seule. Elle n'était pas accompagnée de mon père ou de ma mère, on était accompagnés par notre tante. Et là, on a passé peut-être l'un des plus beaux moments de ma vie, personnellement. Parce que je jouais sur le sable, j'étais libre, j'avais des cousins, mais des centaines de cousins et de cousines, ce que je n'avais pas fait, c'est parce que comme une enfant de famille immigrée, en Oui, fait, je n'avais pas beaucoup de liens familiaux à Fès, mais j'en avais beaucoup au Tafilet. Pour moi, c'était vraiment le lieu de recueillement et familial. Et
Et voilà, donc, mais là, je me suis réconciliée avec ça parce qu'à un moment donné, je ne voulais plus y aller. Je voulais voir d'autres horizons, aller vers d'autres places, d'autres endroits au Maroc. Mais ce qui m'a réconciliée avec le milieu, c'est la recherche que je fais actuellement sur les souléliettes, sur les femmes qui à la recherche de droits sur la terre, Oui. qui voulaient avoir. Donc là, quand je suis repartie dans le Tefilet, et là, je me suis rappelée de toutes les histoires que j'ai eues, de la perte de droits, la perte de terre, notre perte de terre à cause de la colonisation, à cause des départs. On a eu des terres, mais où sont ces terres? Donc cette notion de la terre m'a enracinée encore dans le Tefilet et Oui. dans toutes les dynamiques sociaux, mais aussi, mais surtout, et surtout le départ de ma grand-mère avec 4 enfants du Tefilet à Fès, 400 kilomètres plus loin. Et j'étais vraiment intriguée par ce départ. Comment il l'a fait? Comment il l'a effectué dans les années 30? Vous avez retracé l'histoire de votre grand-mère. J'essaye de retracer l'histoire avec beaucoup de lacunes, avec beaucoup de trous de mémoire. Mais ce sont des silences qui parlent. Et c'est des silences qui m'ont aussi traumatisée. Personnellement, sur le plan personnel, parce que je voyais cette femme, je l'ai vue pendant les 10 premières années de ma vie, et après j'ai perdu cette présence. Mais mon père, par exemple, n'a jamais parlé, il parlait rarement de ce trajet qu'il a fait à l'âge de 5 ans peut-être. Avec elle. Avec sa maman. Et toutes les pertes qui ont eu de mes tantes, mes oncles, lors de cet itinéraire. Parce qu'eux, ils ont fui la famine, mais ils ont aussi fui, ma grand-mère a fui l'autorité de l'oncle, de ses enfants. Quand elle a Les migrations ont des raisons complexes. Oui, les migrations ont des raisons oui, complexes. mais surtout sous la colonisation, il y avait beaucoup de raisons Bien sûr. d'immigrer, Oui. surtout pour des femmes seules qui ont perdu leur mari à cause de la guerre et tout ça. Oui. Mais ce qui frappe vraiment quand on pense, on arrive à la fin de l'émission, sur les 3 grands moments qui sont devenus des moments réflexifs, c'est que c'est toujours votre ancrage dans des réalités qui donnent lieu à des expressions académiques. Et ça, c'est extraordinaire. Souvent, des professeurs vivent une chose et parlent d'autre chose, mais vous avez commencé par l'enseignement, vous faites une thèse sur les acquisitions du savoir chez l'enfant. Après, vous participez aux luttes qui donnent lieu à la nouvelle Moudawana et vous faites une thèse aux États-Unis sur le féminisme et entre l'islam et les luttes féminines à travers le monde. Et puis après, vous êtes rattrapé par votre propre biographie et c'est votre grand-mère qui arrive au premier plan dans cette micro-histoire qui va à partir du Tafilalt. C'est extraordinaire ce trajet que vous avez mené. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup de votre passage dans cette émission, de cette émotion que vous avez partagée avec nous, de ce savoir que vous avez partagé avec nous et nous vous souhaitons bonne suite. Merci beaucoup. Je voudrais juste donner, si Oui. vous permettez, le titre de mon livre en arabe. Oui, bien sûr. Il est publié ici au Maroc. Oui. L'université de Rabat, l'UR, l'Université internationale de Rabat. L'a publié. Oui. On l'a traduit. Et c'est المرأة بين الدين والسياسة ربع قرن من التفاعلات. Ces actions-là qui ont été menées et ces luttes. Shukran, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir eu. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, de votre écoute. Et je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.